D'abord. Voilà. Le webinaire est enregistré, il sera disponible en replay, je ne sais pas, sur le site Sur le d'ici quelques site. jours. Ouais, voilà. Ouais, en début de Voilà. semaine prochaine. Très bien. Merci Aurélie. Hop, je me remets en partage. Écoutez, déjà, merci Aurélie pour cette introduction. Merci de me donner l'occasion de parler de mon métier et de mon parcours, et j'oserais même dire de ma passion. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Et en fait, si je devais le résumer, si je devais résumer, on va dire 15 ans de vie professionnelle devant vous, je dirais que je suis passé des yaourts aux risques psychosociaux. Alors, comment est-ce qu'on passe des yaourts aux risques psychosociaux? Donc moi, comme l'a dit Aurélie, je suis diplômé de Excelia, à l'époque SM Tour en 2008, et j'ai travaillé pendant plus de 12 ans en marketing stratégique, en marketing quantitatif. Donc, je travaillais dans des instituts d'études, surtout en grande conso, et j'accompagnais des marques dans la compréhension de leur marché et de leur performance à travers des études quantitatives qui étaient des études consommateurs. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 12 ans. Et puis, je me rappelle très bien, un jour, ça devait être il y a 5 ans maintenant, je travaillais dans un institut d'études et je faisais une étude pour le compte d'une grande marque de yaourt. Et en fait, j'ai réalisé que ce que je faisais à ce moment-là m'a questionné parce que la problématique, c'était de relancer un grand yaourt qui est très connu. Et en fait, la façon dont le client en parlait et même dont le dossier était traité en interne, on avait vraiment l'impression qu'on était en train de résoudre le conflit israélo-palestinien, alors qu'en fait, il s'agissait juste de relancer un yaourt. Et concrètement, c'était 300 slides en anglais pour un public français, des mesures dans tous les sens de absolument tout, et même pas de la réalité, mais de la perception de la réalité par le consommateur. Et donc une pression d'enfer mise par le client qui était cette grande marque de yaourt, une pression d'enfer qui descendait en cascade sur toutes les strates de l'entreprise chez eux, mais aussi chez nous. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je me suis vraiment interrogé sur le sens, sur l'utilité de ce que je faisais. Et finalement, après la gestion de ce dossier, j'ai décidé de quitter l'entreprise. Donc, j'ai pris quelques temps de repos. Et puis, j'ai fait un bilan de compétences pour savoir en fait qu'est-ce que je voulais faire par la suite et comment est-ce que je pouvais utiliser au mieux mes compétences. Et en fait, ce bilan de compétences a fait ressortir ma volonté de continuer à accompagner les entreprises, mais plus du tout sur du marketing quantitatif, mais plutôt sur tout ce qui est humain et management. Et c'est pour ça que je me suis formé au coaching professionnel d'abord, ensuite à la médiation et la gestion de conflits en entreprise, et puis aux risques psychosociaux. Donc en fait, c'est pour ça qu'on peut dire que finalement, je suis passé des yaourts aux risques psychosociaux. Aujourd'hui et depuis quelques mois maintenant, je suis associé chez Terius. Donc je suis un des 5 co-dirigeants de Terius. Terius, qu'est-ce que c'est? C'est un cabinet de conseil qui est basé à Tours. On est 5 et notre spécificité, c'est qu'on est tous issus de l'industrie. Moi, j'ai fait du conseil, mais j'étais aussi dans l'industrie. On intervient majoritairement en région centre et en Île-de-France. Et notre mission chez Terius, c'est de fluidifier les relations en entreprise. On peut aussi dire mettre de l'huile dans les rouages. Et pour ça, on accompagne les dirigeants et les équipes sur différents types de prestations. Donc, premier type de prestation, des diagnostics risques psychosociaux, c'est ce dont on va parler ce soir, des audits d'orgas, de la RSE, du coaching individuel et de groupe, de la médiation et la gestion de conflits. Donc ça, c'est le scope de toutes les activités qu'on fait. Alors ce soir, on va parler de risques psychosociaux et le programme va être le suivant. D'abord, je vais vous introduire à la notion de risques psychosociaux si vous ne la connaissez pas. Ensuite, je vous dirai pourquoi, si vous êtes manager d'équipe ou dirigeant d'entreprise ou si vous êtes RH, vous êtes concerné. Et je vous expliquerai pourquoi c'est mieux dans une démarche de risques psychosociaux de prévenir que de guérir. On verra ensuite quelle est la méthodologie pour évaluer les risques, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place une telle démarche. Et enfin, on verra les effets bénéfiques d'un DIAG RPS pour l'entreprise. J'espère que ça va jusque-là. Aurélie, est-ce que vous pouvez me dire si jamais dans le chat, il y a des réactions ou des questions, puisque je me suis mis en plein écran?
Alors, première chose, les risques psychosociaux. Donc, en fait, les risques psychosociaux, il y a plusieurs façons de les définir. Le ministère du Travail dit les risques psychosociaux, c'est des risques professionnels qui portent atteinte à l'intégrité physique et à la santé mentale des salariés. Donc, c'est le corps et la tête, on va dire. Quand on parle de risques psychosociaux, on parle aussi de risques pour la santé mentale, physique ou sociale qui sont engendrés par les conditions d'emploi. Donc, j'insiste là-dessus parce que les risques psychosociaux, ce n'est pas des gens qui sont déséquilibrés, c'est des conditions de travail qui font que ça déséquilibre les gens. Donc, on ne parle pas des problèmes que les gens peuvent avoir en parallèle de ça, qui sont des problèmes qui sont personnels, mais on parle de ce que l'entreprise peut produire comme effet sur les salariés. Et enfin, risques psychosociaux, c'est aussi diverses situations de mal-être au travail. Et ça, c'est la définition de l'ANACT. L'ANACT, je vous en reparlerai tout à l'heure. Voilà pour la définition de risques psychosociaux. Donc, en fait, on dit qu'il y a risques psychosociaux quand il y a du stress, des violences internes et des violences externes. On va revenir sur chacune de ces notions. Il me paraît intéressant de commencer par aborder la notion de stress. Pourquoi? Parce que en fait, c'est à la base des risques psychosociaux. Alors, je vous ai pris une petite image de Tintin, Tintin au Congo. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a stress quand il y a un déséquilibre entre la perception qu'on a des contraintes qui sont imposées par notre environnement, d'un côté, et la perception qu'on a des ressources pour faire face à ces contraintes. Par exemple, voilà, je vais prendre l'exemple de Tintin. Je suis Tintin, je suis je suis dans la savane, et tout à coup, je tombe nez à nez avec un lion. Donc là, stress intense, parce que moi, je suis Tintin, je ne suis pas habitué à chasser le lion, et la savane, ce n'est pas mon environnement de d'habitude. Donc je suis surpris de cette rencontre. Là, j'ai le cœur qui bat, montée d'adrénaline, et mon instinct de survie va faire que je vais courir pour échapper au lion. Donc voilà, ça c'est la situation de stress. C'est la contrainte. Je cours et tout à coup dans la savane, je vois un baobab. Donc là, je me dis, bah tiens, je vais grimper sur le baobab pour échapper au lion. Donc ressources, ressources pour faire face à ce stress. Donc là, mon pic de stress redescend quand je grimpe dans le baobab. Je suis assis sur ma branche et puis je me dis, bon ben, c'est bien, mon stress s'est redescendu, mais déjà, combien de temps est-ce que je vais attendre ici? Et puis, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et là, tout à coup, je jette un œil en bas et je vois que le lion, à ma grande frayeur, commence à grimper sur le tronc d'arbre. Donc là, le pic de stress se remonte. Et en fait, enfin, je me dis, bah, zut, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que je vais faire face? Quelles sont mes ressources pour faire face à cette contrainte? La contrainte, c'est le lion qui arrive. Et là, tout à coup, au loin, j'entends des voix et des cris. Et c'est les guerriers de la tribu d'à côté qui ont été envoyés par le chef de village pour me défendre. Et ces guerriers sont déjà nombreux et en plus, ils sont armés de lances. Donc là, ça va être ma ressource. Et ces guerriers font fuir le lion. Voilà, donc en fait, le stress, c'est le déséquilibre entre mes contraintes et mes ressources. Et quand il y a des allers-retours, comme je l'ai fait par exemple si j'étais Tintin, on va parler de stress chronique, c'est-à-dire un stress qui vient et qui repart, et qui revient en permanence. Le stress chronique, donc cette histoire de stress chronique, ça va avoir des conséquences physiques, ça peut être des maux de dos, ça peut être des maux de tête, ça va avoir des conséquences émotionnelles, donc sursensibilité, nervosité, et ça va avoir aussi des conséquences intellectuelles, donc par exemple perte de concentration, erreur, oubli. Donc le stress chronique, qui est à la base des risques psychosociaux, ça a des conséquences pour la santé. Ça peut avoir aussi comme conséquence des troubles musculo-squelettiques. Et puis, lorsque un individu est soumis de façon régulière à un stress chronique et que, on va dire, les vagues sont très rapprochées, le stress, ça peut enfin, tomber sur du burn-out. Voilà pour la notion de stress qui induit la notion de risques psychosociaux. Euh, Maintenant, je vous propose de passer à la deuxième partie. On rentre vraiment dans le vif du sujet, qui est pourquoi est-ce que si vous êtes manager RH ou dirigeant, vous êtes directement concerné.
Et ben pour ça, en fait, je vous propose de me dire dans les commentaires, dans le chat, pourquoi est-ce que selon vous, vous êtes concerné en tant que manager ou enfin DRH. Je vous laisse quelques secondes si vous voulez pour me répondre. Soyez pas timide. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous êtes concerné? Personne. Personne n'est concerné. Alors, il y a Alice qui dit « Nous sommes les plus à même de repérer et de conduire un environnement ». Oui, tout à fait. En effet, vous êtes les plus à même parce que vous êtes bien placés. Est-ce que quelqu'un d'autre a une suggestion? Ça peut être aussi une question à laquelle répond Aurélie. Hein. C'est possible. Ah, nous ne pouvons pas activer notre micro tout seul. Hop. Merci, Romain. Ouais, voilà. Non, je sais pas si... Est-ce que vous, Aurélie, vous pouvez me dire pourquoi est-ce que un manager ou un RH est directement concerné par le sujet des risques psychosociaux? De façon complètement directe par rapport à sa gestion d'équipe et d'humain. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je ne vais pas faire durer ce suspense insoutenable plus longtemps. Oui? Il y a quelqu'un qui écrit quelque chose? Là, je ne le vois pas du coup. Nos moteurs et un environnement influent sur nos comportements. Donc, sujet à risque psychosociaux. Tout à fait. Et juste avant, Émilie disait, à travers notre communication, notre encadrement et accompagnement des équipes sur les directives et missions ont un impact direct sur nos équipes. Effectivement. En tant que manager, la façon dont vous communiquez sur les directives, ça va avoir un impact sur les risques psychosociaux. Tout à fait. Donc, je vais repartager mon écran. Alors, hop. Donc déjà, la première chose, c'est parce que c'est la loi qui le dit. En effet, il y a pas mal d'articles et de réglementations et de lois dans le Code du travail qui disent que l'employeur, donc qui peut être représenté par le dirigeant, mais aussi auquel les ressources humaines peuvent être associées, l'employeur est responsable. Et avant, là où l'employeur avait une obligation de moyens d'assurer la santé, enfin comment dire, l'intégrité physique et mentale de ses salariés, maintenant, il a une obligation de résultat. Et ça, c'est l'article L4121 du Code du travail qui parle de santé mentale. Et par ailleurs, il y a eu de la jurisprudence qui fait qu'on est passé d'une obligation de moyens à de résultats. Il y a aussi des textes, par exemple, sur le Code du travail, sur le harcèlement moral, qui disent que en fait, quand il y a du harcèlement moral au sein d'une même équipe, c'est l'employeur qui est responsable et la personne qui est victime de harcèlement dans l'entreprise peut traîner en justice son employeur si elle estime que l'employeur n'a pas fait ce qu'il devait pour prévenir ce harcèlement. Et donc, on parle de harcèlement, mais si on parle de violences en interne qui font partie des risques psychosociaux, on va avoir donc le harcèlement moral, on peut avoir aussi le harcèlement sexuel, et par extension, toute forme de pression grave, même si elle n'est pas d'ordre sexuel, qui est mise sur les salariés. Donc voilà, la première chose, c'est la loi. La deuxième chose, c'est qu'en tant que manager et DRH, vous êtes en effet, alors si la personne qui a son micro peut le couper, s'il vous plaît, je crois qu'il y a un écho. En tant que manager ou DRH, vous êtes responsable de votre équipe. Responsable de votre équipe, qu'est-ce que ça veut dire? Pardon, excusez-moi. Il y a plusieurs choses. Déjà, en fait, on a vu qu'il y avait la responsabilité juridique de l'entreprise, donc ça, c'est le premier point. Mais en tant que manager, comme le disait je ne sais plus quelle participante, c'est vous qui êtes le mieux placé pour savoir ce qui se passe dans vos équipes et donc pour identifier les risques potentiels. Et en tant que manager, vous devez aussi instaurer un climat de confiance. Et puis enfin, vous êtes concerné parce que l'efficacité de votre équipe et ses performances
ça passe par le bien-être des salariés et ça passe par la réduction ou la prévention des risques psychosociaux. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Oui, alors je vois qu'il y a quelqu'un. Oui, merci Émilie. Oui. Très bien. Du coup, on va passer à la troisième partie, prévenir plutôt que guérir. Hop. Pourquoi est-ce que selon vous, c'est important de prévenir plutôt que de guérir les risques psychosociaux? Vous pouvez soit activer votre micro ou soit le mettre en commentaire. Est-ce que c'est juste pour faire plaisir aux gens? Est-ce que c'est pour faire plaisir à l'État? C'est pourquoi? Si personne n'a d'idée, je vais vous répondre. Prévenir plutôt que guérir. Alors, avant de vous dire, oui, si, un commentaire. Il y a Alice, il est toujours plus facile d'éviter une blessure, qu'elle soit physique ou morale, que de la réparer comme une fracture. Oui, merci Alice, c'était tout à fait ça. Et Émilie dit les risques psychosociaux ont des effets délétères difficiles à démêler. Exactement, tout à fait. Alors, je vais rebondir d'abord sur ce que dit Alice. Oui, effectivement, j'aime bien cette idée de la fracture parce qu'en fait, quand on se fracture un membre, ben oui, en fait, ça prend du temps de le réparer, plus que si on s'était protégé la jambe en fait, ou le tibia, par exemple. Donc, en fait, oui, c'est plus facile. Les risques psychosociaux ont des effets délétères ou difficiles à démêler. C'est vrai que si les risques psychosociaux ne sont pas traités à temps, ils peuvent avoir des conséquences néfastes pour les personnes et pour l'entreprise. On en reparlera tout à l'heure, mais ces effets sont plus graves d'abord, et ensuite ils sont plus difficiles à traiter. Donc, je vais vous parler justement des 3 niveaux de prévention qui existent pour les risques psychosociaux. On dit qu'il y a un niveau primaire, un niveau secondaire et un niveau tertiaire. Nous, chez Terius, comme pour l'ANACT, on est vraiment sur la prévention primaire. Et d'ailleurs, on parle de 3 niveaux de prévention, mais en réalité, le seul niveau qui est dans la prévention, c'est le niveau primaire. Puisque vous voyez, le niveau secondaire s'appelle réduire et corriger, et le niveau tertiaire s'appelle guérir. Dans le niveau primaire, on va chercher à réduire ou éliminer les différents risques psychosociaux dans l'organisation, et on va supprimer le risque à sa source. Pour supprimer ces risques psychosociaux à leur source, on va mettre en place des observatoires. Donc, ça peut être des observatoires au poste de travail. On va mettre en place des diagnostics, des RPS, et on va mettre en place une optimisation de l'organisation qui peut passer aussi par un audit d'organisation. Donc, en fait, en général, là, on en est plus au stade où le manager ou le DRH a pas forcément des alertes, mais on va dire des signaux faibles, des gens qui se plaignent, peut-être une enquête interne qui n'est pas très très bonne, et il va voir qu'il y a des sujets qui émergent sans forcément qu'il y ait beaucoup d'arrêts maladie ou de clashs qui surviennent, mais ça nécessite en tout cas d'être à l'écoute de ces signaux faibles. Ensuite, il y a la prévention secondaire qui, elle, consiste à réduire ou à corriger. Donc là, on va agir sur les conséquences pour mieux gérer le risque. On va agir sur les caractéristiques personnelles des gens et sur leur mécanisme. Et on va les outiller individuellement et collectivement pour les aider à faire face à ces risques. Donc, par exemple, en prévention secondaire, ça va être des stages de gestion du stress, ça va être de la relaxation, ça va être du coaching. Voilà ce qu'il y a dans la prévention secondaire. Et dans le tertiaire, donc là, le tertiaire, c'est guérir. Le but de la prévention, entre guillemets, tertiaire, c'est venir en aide aux personnes qui ont des problèmes de santé psychologique au travail. Donc, je précise bien au travail, puisque le but, c'est pas de soigner les gens qui ont des problèmes psy qui viennent de chez eux, mais des problèmes psy qui sont induits par les conditions de travail. Le but, c'est de diminuer les souffrances et d'améliorer la santé des gens. Donc, ça va être par exemple une cellule d'écoute, ça va être la mise en place d'un numéro vert, ça va être la mise en place d'une cellule psychologique. Pour vous donner un exemple, dans le tertiaire,
ce qui va se passer, c'est par exemple quand il y a eu un suicide dans l'entreprise d'une personne, éventuellement sur le lieu de travail, et que cette personne a laissé un mot en disant que c'était parce que ça se passait mal dans le travail et que les conditions étaient trop difficiles, et ben là, c'est le cas typique pour lequel il faut mettre en place de la prévention tertiaire. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que c'est mieux de prévenir plutôt que guérir? En fait, c'est pas très compliqué, hein. C'est comme dans beaucoup de domaines. C'est parce que c'est plus simple et ça coûte moins cher. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et en plus, c'est plus respectueux de l'humain. C'est plus simple et c'est moins coûteux parce qu'il y a moins d'implications et donc moins de moyens financiers. Dans la prévention, on est vraiment au stade du diagnostic, de l'observation, alors que dans la guérison, on met en place des cellules d'écoute. C'est des dispositifs qui sont complexes et qui peuvent durer très longtemps. Alors, il y a quelqu'un qui dit: vous ne parlez que des risques au travail, mais un problème personnel ne sera-t-il pas toujours à prendre en compte, car il impactera la réaction au travail? Une personne épuisée par sa vie personnelle va encaisser moins bien. C'est un très bon point, Alice. Merci beaucoup. En effet, ce qui se passe dans la vie d'une personne, par exemple, je ne sais pas si elle a des problèmes psychologiques ou si elle traverse une période personnelle qui est très difficile, il est bien évident que ça va impacter son travail. Et en fait, ça va impacter aussi peut-être son environnement et ça va diminuer sa capacité à encaisser. Justement, le but de la prévention primaire, c'est de dire, en fait, nous, c'est pas qu'on va pas s'occuper de tout ce qui est risque personnel et problème personnel, mais ce diagnostic va vraiment permettre de parler du collectif et de ce qui se passe dans l'entreprise et de qu'est-ce qui fait que les conditions de travail dans l'entreprise font ça. Et en fait, comme on s'appuie beaucoup sur le collectif, on va faire beaucoup d'entretiens de groupe qu'on va croiser avec des entretiens individuels. Ces diagnostics permettent de savoir vraiment d'où vient le problème dans l'entreprise. En parallèle de ça, ce qu'on conseille nous, lors d'un diagnostic, il y a des gens qui nous font part de problèmes personnels, on leur conseille tout simplement d'aller voir le psychologue du travail. Et s'ils sont d'accord, on leur demande toujours leur accord avant, on va signaler à l'employeur que telle personne souhaiterait être suivie en parallèle. Mais le but du DIAG RPS en entreprise, c'est bien de distinguer ce qui est dû aux conditions de travail des situations personnelles. Voilà, donc ce qu'il faut savoir sur la prévention des risques psychosociaux. Justement, ce que dit l'ANACT, donc l'Agence nationale pour les conditions de travail, c'est que les causes des risques psychosociaux sont à chercher en priorité dans le travail et que par ailleurs, il y a certaines conditions de travail qui vont produire de façon systématique des facteurs défavorables sur la santé. Et justement, je viens à cette partie-là. Il y a, pardon, hop, je ferme ça. Il y a 3 grandes causes, on va dire, de risques psychosociaux dans l'entreprise. L'organisation, le collectif et l'individuel. L'organisation, c'est la façon dont l'entreprise est structurée. Est-ce que, par exemple, l'organigramme est clair? Est-ce que les fiches de poste sont bien définies? Est-ce qu'il y a des gens dans l'organigramme qui font 2 fois la même chose? Ou à contrario, est-ce qu'il y a des trous dans la raquette qu'une personne doit combler? Est-ce que les process dans l'entreprise sont clairs, sont connus de tous et sont réalistes? Donc tout ça, c'est l'organisation. Et si l'organisation de l'entreprise est défaillante, ça peut causer des risques psychosociaux. Ensuite, il y a le collectif. Dans le collectif, c'est par exemple, est-ce qu'il y a une bonne entraide entre les collaborateurs? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Est-ce qu'il y a une bonne communication? Est-ce qu'il y a un esprit d'équipe? Est-ce qu'il y a un sentiment d'appartenance? Est-ce que l'entreprise a des valeurs qui sont réelles et qui ne sont pas juste des valeurs affichées? Donc ça, c'est pour le collectif. Et puis enfin, on va avoir l'individuel, c'est est-ce que les salariés sont épanouis par ces conditions? Est-ce que les enquêtes internes, si vous en avez, font ressortir des situations particulières? Est-ce que les résultats sont bons? Et on peut aussi regarder des indicateurs comme par exemple le taux d'absentéisme, les arrêts maladie, la durée des arrêts maladie. Voilà pour les causes. Alors en fait, quand on parle des risques psychosociaux,
j'avais trouvé en fait une rosace qui est pas mal parce qu'en fait, elle les identifie tous et ensuite, elle dit aussi ce qui est lié à l'organisation, ce qui vient du relationnel et ce qui vient de l'individuel. Et en fait, on voit que finalement, dans les facteurs de risque psychosociaux, il y en a qui font partie de deux catégories. Et donc, on a parlé de l'organisation interne. On peut parler aussi des conditions d'emploi. Donc, par exemple, est-ce que le recours au CDD est abusif? Est-ce qu'il y a des CDD qui sont prolongés de façon, comment dire, de façon intempestive avec des nouveaux intitulés de poste? Du coup, est-ce que ça sécurise ou est-ce que ça insécurise les salariés? Est-ce que les conditions matérielles de travail sont bonnes? Donc, est-ce que, par exemple, j'ai les moyens de faire mon travail avec, je ne sais pas, du matériel, des bus, par exemple, si on est dans une société de transport? Est-ce que les PC sont assez performants? Est-ce qu'ils ne sont pas trop lourds? Est-ce qu'ils ne causent pas des maux de dos aux salariés? Ensuite, la charge de travail. Est-ce que la charge de travail est trop importante? Est-ce que ce qui est demandé aux gens est réaliste avec le nombre d'heures qui sont imparties? Quand on parle de charge de travail, on parle aussi donc du coup de répartition des tâches et peut-être aussi du recrutement. Est-ce qu'il y a assez de personnes dans l'équipe pour supporter cette charge de travail? Ensuite, il y a un facteur sur l'autonomie et la responsabilité. Est-ce que les gens sont autonomes et responsables? Donc, ça ne veut pas forcément dire livrés à eux-mêmes, mais est-ce que, par exemple, quand ils ont un problème, ils ont les ressources en interne pour pouvoir gérer ce problème seuls? Et est-ce que s'ils ne les ont pas, ils peuvent faire appel à quelqu'un d'autre? Est-ce que le travail des gens leur permet de concilier vie pro, vie perso? Donc là, en fait, on va regarder tout ce qui est rythme de travail, horaire décalé. Donc, il est bien évident que dans toutes les professions, par exemple, je pense aux professions de la santé, dans le soin en hôpital, cette partie sur conciliation vie pro, vie perso, on sait qu'elle sera plus touchy puisque les gens ont beaucoup de pression parce qu'ils travaillent souvent en horaire décalé, parfois en horaire de nuit, et que les plannings changent souvent. Ensuite, il va y avoir le conflit de valeurs. Est-ce que les conditions matérielles que j'ai pour faire mon travail me permettent de le réaliser dans des bonnes conditions? Et si tel n'est pas le cas, est-ce qu'il y a un conflit de valeurs? Si par exemple, voilà, je prends toujours l'exemple du soin parce qu'en fait, on en parle beaucoup en ce moment, mais si par exemple, je suis infirmière à l'hôpital et que j'ai fait ce métier pour prendre soin des gens, mais que j'ai tellement de patients que je ne peux plus en prendre soin, donc du coup, j'ai un conflit de valeurs. Est-ce que le climat social est bon? Donc là, en fait, c'est à la fois du relationnel, de l'individuel et de l'organisationnel. Est-ce qu'il y a un soutien social? Donc, est-ce que, je ne sais pas, j'ai des personnes à qui je peux parler quand j'ai un problème dans l'entreprise? Est-ce que c'est des collègues? Est-ce que c'est mes managers? Est-ce que c'est des délégués du personnel? Est-ce que j'ai une reconnaissance professionnelle? Donc, ça peut être une reconnaissance en interne, mais aussi en externe pour toutes les populations qui sont en lien en fait, avec le public. Donc, je pense notamment au secteur social. Est-ce que la communication interne est bonne? Est-ce qu'on sait ce qui se passe dans l'entreprise? Est-ce qu'on connaît la vie de l'entreprise? Quid des pratiques managériales? Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles me permettent d'avancer? Est-ce que mes objectifs sont clairs? Est-ce que ma relation avec mon manager est bonne? Donc voilà, en fait, ça fait 12 facteurs, vous voyez, qui sont il y en a qui sont dans l'organisation, il y en a qui sont dans le relationnel, il y en a qui sont dans l'individuel, et il y en a qui appartiennent à 2, voire à 3 catégories. Et quand on fait un diag, on va interroger les gens sur tous ces facteurs. Et quand on les interroge sur tous ces facteurs, on estime qu'on a fait le tour des risques psychosociaux dans l'entreprise. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il y a une question. Alors, et dans le cadre de programmes de transformation. Alors, est-ce que Julien, vous pouvez préciser votre question? Est-ce que c'est dans le cadre d'une réorganisation? Ok, d'accord. Réorg, changement d'outils, de méthode de travail. Donc ça effectivement, c'est un thème dont on pourrait se dire ça va générer des risques psychosociaux.
En fait, quand on parle de transfo, de réorg ou de choses comme ça peut toucher à presque tous les facteurs qu'on voit là. Ça peut toucher à l'orga interne, ça peut toucher aux conditions matérielles de travail, à la charge de travail. Donc forcément, les périodes de changement, lorsqu'une situation est stable, ça va provoquer des bouleversements. Tout dépend de la façon dont c'est géré. Si par exemple, il y a une réorganisation, mais que la direction ne communique pas dessus ou qu'elle communique au dernier moment, si cette réorganisation entraîne une charge de travail qui n'est pas compensée et que ça empêche donc une conciliation vie pro, vie perso et que ça empêche de faire de la qualité et donc un conflit de valeurs, alors oui, bien entendu, ça peut générer des risques psychosociaux. Mais encore une fois, ce n'est pas la réorg en elle-même plus que la façon dont elle est gérée. Je ne sais pas si je suis clair. Clair. Merci. Merci. Voilà pour les différents facteurs. Alors, justement, je vous disais tout à l'heure que nous, chez Eterius, on fait de la prévention et que l'ANACT, l'Agence nationale pour les conditions de travail, elle référence aussi des prestataires sur la prévention primaire. En fait, la vraie prévention des risques psychosociaux, c'est la prévention primaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'enjeux sur la prévention. Je vais passer à la slide suivante. Alors justement, en fait, les enjeux, en fait, ils sont nombreux. Ils peuvent être d'abord individuels. Par exemple, des risques psychosociaux, ça peut avoir des conséquences sur le plan psychologique pour les personnes. Donc, ça va faire des maladies psychiques, des dépressions, des burn-out. Alors, le burn-out n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle. Néanmoins, quand on part en arrêt maladie longue durée ou qu'on craque en plein open space, oui, c'est des risques psychosociaux. Enfin, c'est une des conséquences des risques psychosociaux. Donc, il va y avoir des enjeux qui sont individuels. C'est la santé, on va dire, de vos équipes, de vos salariés. Et en fait, pour voir en fait tout ce qui est lié en fait à la santé de vos salariés, les indicateurs que vous pouvez regarder, vous pouvez repérer en fait les déséquilibres. Ce que vous pouvez regarder, ça va être par exemple la fréquence et la gravité des accidents du travail, les causes d'accidents du travail. Vous pouvez regarder en fait les maladies professionnelles qui sont reconnues. Donc, par exemple, si vous voyez qu'il y a beaucoup de troubles musculo-squelettiques, c'est qu'il y a peut-être un truc à aller chercher sur l'organisation du travail ou sur le matériel qui n'est peut-être pas très, très adapté. Vous pouvez avoir aussi, vous pouvez regarder des situations qui sont graves. Si, par exemple, il y a des violences entre les salariés, des violences physiques ou morales, par exemple des insultes, s'il y a des bagarres, s'il y a des gens qui parlent de tentatives de suicide, là, très très clairement, il y a vraiment des conséquences individuelles pour les salariés. Il y a aussi des enjeux qui sont collectifs, parce que là, en fait, on a parlé de ce que chaque salarié peut faire dans son coin. Les enjeux qui sont collectifs, déjà, il y a ce qui va être du sentiment d'appartenance, de l'esprit d'équipe. Lorsqu'il y a des risques psychosociaux, il y a beaucoup à craindre que l'esprit d'équipe s'en trouve entamé. Alors, on va me dire que dans les cas difficiles, les personnes peuvent se serrer les coudes. Alors oui, très bien, mais déjà, ce n'est pas forcément souhaitable que les gens aient besoin d'être dans des situations difficiles pour se serrer les coudes. Et de deux, de toute façon, ça ne peut pas durer tout le temps comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une posture tenable de se dire on se serre les coudes en permanence parce qu'il y a des risques en permanence. Donc, les conséquences collectives, ça va être aussi du désengagement au travail, donc des équipes qui se démotivent. Ça va être de l'absentéisme et ça va être aussi des conflits entre les personnes. Je fais juste un petit aparté sur les conflits, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, je me suis formé aussi à la médiation. Donc, chez Terius, on fait de la médiation. Moi-même, je suis médiateur certifié. Et en fait, quand on intervient
pour une médiation, donc pour gérer un conflit, souvent, les gens nous appellent un peu tard dans le conflit parce qu'ils ont cru au début qu'ils pouvaient résoudre le conflit entre eux. Et c'est vrai qu'un conflit qui n'est pas résolu, qui pourrit, un conflit qui pourrit, ça va vraiment impacter l'entreprise dans toutes ses strates. Ça peut impacter le moral des troupes, ça peut impacter la santé des gens, ça peut impacter aussi les performances de l'entreprise, ça peut impacter la qualité de produits et de services qui est délivré aux clients. Donc voilà, un conflit mal géré, c'est comme pour le, le- le reste des autres risques psychosociaux, ça peut avoir des coûts et des conséquences beaucoup plus lourdes que n'aurait eu la prévention. Alors, on parlait d'enjeux collectifs. Comment est-ce qu'on peut repérer justement tout ce qui est enjeu collectif dans les risques psychosociaux? Eh ben, en fait, on peut voir par exemple tous les indicateurs d'absentéisme. Est-ce qu'ils sont en hausse? Est-ce que, par exemple, il y a un fort turnover? S'il y a un fort turnover dans une entreprise, enfin, en tout cas, un fort turnover par rapport aux mêmes entreprises de ce secteur-là, puisqu'il faut toujours parler en relatif, c'est des choses qui doivent mettre la puce à l'oreille des managers ou des DRH. Est-ce que les relations sociales se dégradent? Enfin, voilà tous les enjeux qui sont collectifs qui doivent être vus quand on parle de prévention des risques psychosociaux. Alors justement, comment on fait pour prévenir les risques psychosociaux en entreprise? Eh bien, en fait, prévenir, en réalité, c'est diagnostiquer plus faire un plan d'action. Et c'est ce qui permet en fait de réguler. On parle d'amélioration continue. Et justement, je vais vous parler tout de suite du diagnostic. Et en fait, quand on pose un diagnostic, vous pourriez me dire, mais finalement, un diagnostic, c'est qui le fait, comment ça se passe, combien de temps ça dure, où est-ce que ça se fait, en fait, avec qui, tout ça. Eh bien, c'est des questions auxquelles je vais répondre dans la partie qui suit. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions pour l'instant? Pas de questions? Si, une question? Non, merci. Alors, la première chose, en fait, si vous voulez vraiment, en tant que manager ou DRH, faire un diagnostic de risques psychosociaux, il faut faire appel à des pros. Ça ne veut pas dire qu'en tant que DRH ou en tant que manager, vous n'avez pas les moyens de réduire les risques psychosociaux par vous-même. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Si vous gérez finalement ces 12 facteurs de risque et si vous êtes attentif à ces 12 facteurs de risque, vous êtes déjà dans une démarche de prévention des risques psychosociaux. Néanmoins, si vous voyez que vous avez des signaux faibles, que vous avez des gens qui vous disent des choses, si vous avez des retours du terrain et que vous voulez objectiver les choses, il faut faire un diagnostic. Et pour ça, il faut faire appel à des pros. Alors, les pros, donc en fait, vous avez l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui est une agence en fait qui va référencer des prestataires des risques psychosociaux. En général, ça se fait par région. Donc, il y a l'ANACT, l'agence nationale, et il y a la RACT. Donc, nous, en fait, par exemple, chez Terius, on est référencé comme prestataire sur les risques psychosociaux en région centre, enfin centre Val-de-Loire. Et il n'y a pas longtemps, l'ANACT nous a demandé si on voulait être référencé aussi pour la région parisienne. Donc, quand on est référencé par l'ANACT et quand on fait des risques psychosociaux, on suit la méthode de l'ANACT. Et la méthode de l'ANACT, en fait, c'est une méthode qui est très, très encadrée. C'est une méthode qui va partir déjà du constat que travailler, c'est une source potentielle permanente de tension entre les salariés et les objectifs de la structure. Et pour évaluer ces tensions, la méthode de l'ANACT nous demande d'évaluer, quand on fait un diagnostic, à la fois les contraintes et les ressources. Donc, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure sur Tintin, c'est ça. La contrainte, c'est le lion et le fait que je suis Tintin et que donc je ne sais pas me battre avec des lions. Et les ressources, ça va être les baobabs et les guerriers de la tribu d'à côté qui peuvent venir me délivrer. Donc, en fait, quand on fait un diag risques psychosociaux, on interroge toujours les gens sur les contraintes et sur leurs ressources.
Alors, qu'est-ce que la méthode de l'ANACT nous dit? En fait, elle met toujours en relation les facteurs de risque psychosociaux avec une dynamique cause-effet. Donc, en fait, quand on parle des effets, on va chercher les causes, et les causes, on les cherche dans la rosace des 12, des 12 facteurs possibles. Quand on fait aussi un diag RPS, ce que nous dit la méthode de l'ANACT, c'est de tenir compte du travail réel qui n'est pas forcément le travail prescrit. Donc, en fait, on ne va pas s'interroger à ce qui est décrit sur la fiche de poste, on va s'intéresser à ce que vivent les personnes au quotidien. Et enfin, pour encadrer les choses et pour éviter que ce soit que de l'intuitif personnel, cette méthode va interroger vraiment le collectif. Donc, c'est pour ça que la base d'un bon diag RPS, c'est que c'est un diag qui interroge le collectif. Nous, dans notre méthodologie, je vous en parlerai peut-être en fait en détail tout à l'heure, mais il y a des entretiens exploratoires, mais l'essentiel de notre diagnostic risques psychosociaux, c'est les entretiens de groupe. Pourquoi? Parce qu'il faut que, quand on parle d'un problème, il faut que le problème, et pas forcément les causes, mais le problème lui-même, soit partagé par l'ensemble de la communauté. Si on a une personne qui nous dit, ben voilà, moi je trouve que l'entreprise est mal organisée, et qu'en confrontant son point de vue aux autres, quand on leur demande ce qu'ils en pensent, les autres nous disent, bah écoute, moi je suis pas d'accord parce que je trouve qu'au contraire, les processus sont clairs, et ben là en fait, on est typiquement dans le cas où finalement c'est une personne euh, qui pense qu'en fait, elle parle de ce qui se passe dans l'entreprise, alors qu'en fait, elle parle peut-être juste de la façon dont elle vit les choses. Donc, ce côté diagnostic partagé est extrêmement important. Et quand on parle de diagnostic partagé, on parle de diagnostic qui va être partagé par les collaborateurs, par les représentants du personnel, mais aussi par la direction. Et c'est pour ça que quand on fait un diagnostic, on le fait toujours valider par tout le monde à la fin. Le but, c'est pas forcément de distribuer les mauvais points. D'ailleurs, c'est même pas du tout le but. Le but, c'est de dire, OK, il y a ça qui va pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on est dans le plan d'action. Mais je vais vous en parler tout de suite. Alors justement, comment ça se passe, notre démarche, concrètement, une démarche risques psychosociaux, en tout cas quand elle est faite par nous ou par d'autres cabinets de conseil. Il y a toujours d'abord un lancement avec la création d'un comité de pilotage. Et ce comité de pilotage, c'est des gens de l'entreprise et c'est un comité qui est représentatif. Donc, dans ce comité, il va y avoir des personnes de la direction, il va y avoir des salariés qui sont non syndiqués, il va y avoir des salariés qui sont syndiqués, il va y avoir vraiment tout type de personnes. C'est des groupes en général qui font 10 à 12 personnes maximum. Et ce comité de pilotage, il va organiser la démarche et on va le former aux risques psychosociaux. Donc, en fait, c'est un peu ce que je vous fais ce soir. Oui, je vois qu'il y a une question. Alors, avez-vous toujours des clients ouverts réellement à ces préventions ou allez-vous des fois chez des clients qui réfutent vos approches? Par exemple, dans le cas où une entreprise aurait des salariés qui sont unanimes sur un environnement toxique ou à risque et une direction qui réfute ce point de vue. Oui, alors vous êtes très clair, Alice. Alors, ma réponse va être assez simple. En général, les dirigeants traînent un peu des pieds quand on arrive parce qu'ils se disent voilà la cavalerie. Et de fait, s'ils font appel à nous, c'est parce qu'en général, il y a eu des signalements à l'inspection du travail et l'inspection du travail va leur dire voilà, vous avez plus de signalements que d'habitude, donc on vous demande de faire un diag risques psychosociaux. Et pour ça, on vous donne une liste de prestataires qui sont référencés dans votre région. Donc nous, on est référencés en région centre. Et donc du coup, les gens, même s'ils n'ont pas très envie, ils sont parfois obligés de le faire. Donc ils vont contacter différents prestataires, ils leur envoient leur cahier des charges. Nous, on répond par notre cahier des charges à nous, enfin par notre proposition. Et en général, les gens vont questionner ces approches, mais ils ne vont pas les réfuter totalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tellement cadré, c'est tellement bordé, tout est explicable facilement que finalement, on leur dit, mais voilà, en fait, on n'est pas là pour vous dire, vous, monsieur le directeur, ou vous, madame la DRH, vous avez mal fait votre travail. On est là pour comprendre les causes, pour poser un constat, un diagnostic,
et ensuite savoir quel plan d'action est-ce qu'on met en place. Donc en fait, alors je sais que c'est un mot qui est très à la mode, mais on est vraiment dans la co-construction. Et dans la co-construction, ce n'est pas la direction vs les salariés, c'est tout le monde ensemble. Mais c'est vrai que, de fait, ceux qui traînent un peu des pieds au départ, c'est la direction. Est-ce que ça répond à votre question? Très bien. Oui, donc j'étais en train de vous parler de la démarche. Donc, il y a ce comité de pilotage qui va être un peu le conseil des sages, qui est représentatif. Ensuite, on va rentrer dans une phase de pré-diagnostic. Donc, en fait, on demande à l'entreprise qu'elle nous envoie son bilan d'activité, son organigramme, les fiches de poste. Et nous, on va mener des entretiens exploratoires, donc des entretiens individuels, qualitatifs, avec chacun des membres du COPIL. Donc, c'est des entretiens fleuves d'1h30, 2 heures, où on dit tout simplement aux gens, écoutez, racontez-moi ce qui se passe dans l'entreprise, ce qui ne va pas selon vous, et d'où ça vient. Et donc, en fait, on mène une douzaine d'entretiens, et là, on commence à voir des grands thèmes qui se dégagent. Ensuite, on rentre dans la phase de diagnostic, la troisième phase, diagnostic partagé, et là, on va rechercher les situations et les problèmes. Et c'est là qu'on fait des entretiens collectifs qui peuvent être complétés par des entretiens individuels. Et une fois qu'on a fait ces entretiens, on les croise avec ce qu'on a vu en entretien exploratoire. Et là, en général, on a une très bonne vision de ce qui se passe dans l'entreprise. Mais pour valider ce que nous, on perçoit, on va restituer ça en comité de pilotage. On va dire, voilà, nous, ce qu'on a identifié, c'est ça. On va le sectoriser par secteur dans l'entreprise, par service, je veux dire. Et on n'avance pas pour la suite tant qu'on n'a pas eu de validation du diagnostic. Et comme le diagnostic qu'on a fait part de ce qu'on a vu dans les entretiens, c'est très rare que ce diagnostic ne soit pas validé par le COPIL. Une fois que ce diagnostic est validé, on passe à la phase de plan d'action et à la prévention. Et je pense que ce qui fait notre différence, nous, Terius, par rapport à d'autres, c'est qu'on ne se contente pas de donner des axes d'amélioration pour la suite. On co-construit le plan d'action avec le comité de pilotage et en plus, on accompagne l'entreprise sur le déploiement de son plan d'action. Donc là où la phase de diagnostic va durer quelques mois, en général 5-6 mois maximum, la phase de plan d'action va être beaucoup plus diffuse parce qu'en fait, on ne s'occupe pas de problèmes comme ça en un claquement de doigts. Le but de ces actions, c'est de faire de la prévention, c'est de réduire les tensions et c'est d'augmenter les régulations. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces plans d'action? Alors, bien sûr, on ne sait jamais à l'avance ce qu'il va y avoir, parce que sinon, ça ne servirait à rien de faire un diag. Mais ce qui ressort souvent, c'est des formations, donc des actions de formation. Ça va être... Alors, en fait, il y a des choses qui peuvent être internes ou externes. Oui, je vois qu'il y a une question. Vous travaillez donc sur des axes dynamiques de groupe en priorité, des axes de dynamique de groupe en priorité sur le plan d'action. Oui, il va y avoir... Ah, il y a Jean-Marc qui nous quitte. Bonne soirée, Jean-Marc. Donc, Julien, oui, pour vous répondre, on va travailler principalement sur des choses qui concernent le groupe. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des actions qui sont individuelles. Et si, par exemple, je vous donne en fait un exemple. Mettons qu'il y ait un nouveau chef de service qui vient d'arriver dans l'entreprise, ou que c'est quelqu'un qui a fait une mobilité interne et qui vient d'occuper ce poste de manager. C'est une personne qui n'a pas été formée au management. Et le diag risques psychosociaux va faire ressortir des problèmes de communication avec cette personne. Et ben en fait, ce qu'on peut recommander dans le plan d'action, c'est une action de coaching pour cette personne, ou de formation, de coaching ou de mentoring pour cette personne. Donc, il y a des actions qui sont ciblées sur une personne, mais c'est vrai que la majorité du plan d'action, ça va être une démarche collective. Alors, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il va y avoir dans le plan d'action va concerner tout le monde,
mais on va dire, par exemple, on voit que dans tel service, ils ne sont pas formés à l'utilisation de tel outil. On voit que dans tel service, il y a un conflit qui a dégénéré, donc on pense qu'il faudrait faire une médiation. On voit que, par exemple, je ne sais pas, dans tel service, il y a une formation qui est manquante. Donc, on va faire des propositions, certaines sur lesquelles on peut les accompagner et certaines qui vont devoir prendre en charge eux-mêmes. Si, par exemple, il s'agit de rénover du matériel et que tout le monde le dit, ça, bien sûr, ça dépend de l'entreprise. Est-ce que ça répond à votre question, Julien? Très bien, merci. Du coup, on va passer à la dernière partie, les effets bénéfiques de la démarche de prévention des risques psychosociaux. En fait, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que si vous mettez en place une politique de prévention, vous allez sécuriser votre organisation. Moins de risques psychosociaux, c'est moins de départs, moins de démissions, moins d'arrêts maladie. Donc, un fonctionnement qui n'est pas en mode dégradé, qui est sécurisé. A contrario, s'il y a plus de risques psychosociaux, ça peut faire cercle vicieux. Je vous donne un exemple. On a été appelé il n'y a pas longtemps par un EHPAD qui dépend d'un centre hospitalier. Et comme en fait, il n'y a pas assez de personnel, du coup, la pression retombe sur ceux qui restent. Comme la pression est plus forte sur ceux qui restent, il y a plus d'arrêts maladie. Et comme il y a plus d'arrêts maladie, la pression est encore plus forte sur ceux qui restent. Donc là, on est vraiment dans un cercle vicieux. Voilà, donc si vous rentrez dans une démarche de prévention des risques psychosociaux, vous allez sécuriser votre organisation. Vous allez aussi avoir un meilleur engagement, une meilleure fidélisation de vos salariés, puisque des salariés qui sont pas en danger, donc qui sont en sécurité, c'est plus d'engagement, c'est moins de démissions. Et en fait, on sait que les DRH ont, dans beaucoup de secteurs aujourd'hui, beaucoup de mal à recruter et que recruter, c'est toujours beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long et beaucoup plus coûteux que de former des gens. Un autre des effets bénéfiques d'une démarche de prévention des risques psychosociaux, c'est qu'en fait, quand vous êtes dans la prévention des risques psychosociaux, vous rentrez dans une démarche RSE. Et c'est intéressant et pour le volet humain et pour le volet social. Donc, si vous êtes manager et que vous vous intéressez à la RSE, clairement, la prévention des risques psychosociaux s'inscrit là-dedans. Et puis enfin, bien sûr, parce qu'en fait, on parle quand même du monde de l'entreprise, une démarche de prévention des risques psychosociaux, ça a un coût, mais en général, le bénéfice que ça apporte est supérieur au coût, puisqu'en fait, les risques psychosociaux, ça a un coût social, ça a un coût humain, ça a un coût qui est même économique, puisqu'en fait, selon l'assurance maladie, alors je ne sais pas trop comment est-ce qu'ils ont fait leur calcul, mais en tout cas, je pense que c'est d'après les arrêts maladie, ils estiment que le coût du stress et le coût des risques psychosociaux, chaque année, en France, c'est entre 2 et 3 milliards d'euros en France pour les entreprises. Donc là, en fait, on ne parle même pas de ce que ça coûte à l'État, on parle de ce que ça coûte aux entreprises. Donc en fait, des risques psychosociaux qui sont mal gérés, ça coûte de l'argent. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je vois qu'il y a une question. Mais une fois la mission éléontique terminée, comment s'assurer que le plan d'action est suivi? Eh bien alors, c'est une très bonne question. C'est ce que je vous disais. C'est important, je pense, dans le choix du prestataire de faire appel à quelqu'un qui va accompagner l'entreprise dans le plan d'action. Ça ne veut pas forcément dire que cet accompagnement va durer des années et que ça va coûter énormément. C'est plus un accompagnement qui est diffus, un jour par-ci, un jour par-là. Mais voilà, je pense que la phase d'accompagnement dans l'élaboration, enfin dans le suivi du plan d'action est très importante et que c'est une chose à mettre dans la balance si vous choisissez un prestataire. Quels sont les KPIs? Je rebondis sur la question. Alors justement, les KPIs, de quoi? Des risques psychosociaux, pardon. Est-ce que vous pouvez préciser la question, Julien? Les KPIs du plan d'action. Alors en fait, il n'y a pas de KPIs du plan d'action. Les KPIs, c'est les risques psychosociaux.
c'est des KPIs qui sont quali et qui sont quanti. On en a parlé. C'est, je ne sais pas, est-ce que les gens se plaignent? Est-ce que l'enquête interne fait voir en fait une baisse de l'ambiance? Est-ce qu'il y a beaucoup d'arrêts maladie? Les KPIs des plans d'action, c'est, enfin, comment dire, c'est dur à mettre en, c'est dur, comment dire, de mettre en place des KPIs. Euh, comment est-ce que je pourrais répondre à ça? Bah, en fait, si par exemple vous avez une enquête interne annuelle, ah bah tiens, si je suis en train de travailler sur un dossier là-dessus en ce moment. Là, en ce moment, je fais en fait, je fais la deuxième édition d'une enquête interne auprès des collaborateurs pour un grand établissement parisien scolaire. Et donc, j'avais fait une enquête à la même époque l'année dernière, donc en juin, et j'avais obtenu des résultats. Et là, à nouveau, on a lancé cette enquête interne qui est quantitative. Et cette enquête interne fait ressortir une nette progression de beaucoup d'indicateurs. Donc, en fait, on peut interroger les gens par des enquêtes, ce qui permet de voir si ça va mieux ensuite. Mais de toute façon, en tant que manager ou DRH, vous le verrez très vite si ça va mieux ou pas mieux qu'avant après le plan d'action, puisqu'en fait, c'est vous qui verrez si les gens, si le turnover est toujours aussi fort, si les gens partent en arrêt maladie, si le nombre d'arrêts maladie augmente. Vous le verrez si l'absentéisme est fort. Vous le verrez si, par exemple, les gens partent d'eux-mêmes en période d'essai. Enfin, voilà. Alors, il y a Alice qui nous dit, il y a un temps parfois certain entre le début des dégradations et leur constat réel, ou lorsqu'un environnement est trop néfaste, la peur s'installe et les signalements ne se font pas. Quelles seraient pour vous les clés pour agir avant que ça soit trop tard? Et ben en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que les managers et les DRH doivent être attentifs aux signaux faibles. Et si la communication est bonne entre les équipes et la direction, par exemple, ou entre les équipes et les managers intermédiaires, ils vont tout de suite voir quand il y a un danger qui arrive et ils vont être mieux placés pour, pour intervenir. Donc, en fait, si l'entreprise a fait ce qu'il fallait pour s'interroger sur l'organisation du travail et si elle est à l'écoute des retours des salariés et qu'elle met en place une bonne ambiance qui permet justement que la parole soit libérée, elle sera assez vite au courant en amont des problèmes qui pourraient surgir. Est-ce que ça répond à votre question, Alice? Je n'arrive pas à voir si... Ok. Voilà pour moi. Mais écoutez, c'est tout pour ce soir. Donc, si vous avez besoin de mettre de l'huile dans les rouages, n'hésitez pas à nous appeler. Je vous remercie pour votre attention et puis je laisse Aurélie peut-être conclure sur ce webinaire. Alors, je suis désolé, on me voit très mal. Aurélie. Ah voilà. C'est bon, Aurélie? C'est bon, je peux activer mon micro. Un grand merci, Romain, pour cette présentation et pour tous ces éléments. J'espère que vous êtes tous ressortis avec des choses que vous allez soit pouvoir appliquer, soit contacter Romain ensuite. Si vous êtes d'accord, Romain, j'enverrai vos coordonnées Bien demain sûr, par mail pour que tout le monde les ait. avec plaisir. Parfait. Juste un petit mot pour vous dire Ah que... Voilà. oui. Pardon? Ah oui, enfin, je dis que je viens de voir qu'il y avait les deux slides d'après que Oui, j'ai pas partagé, donc je vais le faire. Hop. pas de souci. Donc, le prochain webinaire qu'on propose, c'est l'intelligence émotionnelle le 16 juin avec Maxime Leouérou, consultant en recrutement. Et juste, c'était Romain aujourd'hui, ce sera Maxime dans 15 jours et pourquoi pas vous pour le prochain ou pour la rentrée. Donc, n'hésitez pas à nous suggérer des thèmes, à nous suggérer des choses que vous souhaiteriez
pouvoir mettre en place par votre association. Vous êtes maintenant, donc je répète, vous êtes 40 000 partout dans le monde. Et l'association est là pour vous accompagner tout au long de la carrière. Alors évidemment, sur des sujets, on reste sur des sujets très pro, même si évidemment, on vous propose aussi du contenu un peu plus convivial. J'ai notamment pu croiser Romain lors d'un événement qui était un peu moins à caractère professionnel et qui était plus orienté sur les retrouvailles et la convivialité. N'hésitez pas à nous faire des suggestions, qu'elles soient très pro ou un peu moins pro, ou que vous souhaitiez vous retrouver. Si vous n'avez pas, alors on ne vous a pas posé la question d'où vous veniez, mais si vous n'avez pas de groupe de club géographique dans votre zone, ce sera avec grand plaisir d'en créer un. Donc, voilà. Donc, je crois que la slide d'après, vous avez nos coordonnées. On est présent à... Ça marche? Oui, non, c'est juste qu'il manque, ça ne s'est pas bien cadré. On est présent sur les différents réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Ah oui. Facebook. Pour ceux qui cherchent un emploi ou qui, à un moment donné, seraient susceptibles de vouloir avoir accès à des offres d'emploi, sachez qu'on a un groupe LinkedIn qui est fermé pour tous les alumni et sur lequel on diffuse à peu près 200 offres d'emploi par mois. Donc, voilà. Donc, à votre disposition et un grand merci pour votre présence ce soir. Et Romain, alors, à nouveau, merci pour... Merci Aurélie de m'avoir donné l'opportunité de parler des risques psychosociaux. En tant qu'ancien alumni, je vous encourage vraiment tous à adhérer à l'association des alumni. C'est vrai que, alors, je ne sais pas pour ceux qui sont un peu plus anciens comme moi, qui est diplômé depuis 15 ans, c'est vrai qu'à l'époque, le réseau des anciens n'était pas très fort et qu'en plus, on n'avait pas tous les moyens matériels qu'on a maintenant. Maintenant, on les a et c'est une vraie force pour le réseau. Donc, je vous invite vraiment tous à rentrer dans cette démarche réseau d'alumni, démarche qui est d'autant plus forte maintenant qu'on fait partie d'Excelia. On a accès à combien? 40 000, c'est ça? C'est ça. À 40 000 personnes. Donc vraiment, enfin, je vous invite à titre individuel à rentrer dans cette démarche alumni de façon active. Merci beaucoup. Excellente soirée à toutes et à tous. Et puis au plaisir de vous retrouver lors de prochains événements de l'association, qu'ils soient conviviaux ou pro.